Déjà à tous et merci d'être là. Je me présente rapidement, je m'appelle Nicolas Proupin, je suis docteur en chiropractique, je suis aussi formateur, je fais des formations un petit peu partout dans le monde, en Espagne, au Brésil, en France. Je suis écrivain aussi, je suis l'auteur de 2 ouvrages qui pourront vous aider dans la démarche du sujet d'aujourd'hui. Un ouvrage qui s'appelle « Devenez ce que vous êtes », qui est en fait une méthode tout à fait, j'allais dire, rationnelle et en même temps intuitive pour trouver exactement ce pourquoi vous êtes venu au monde, votre raison d'être, pour trouver sa voie, on dit en général. Et aussi un cahier d'exercices pour soulager son dos, quand on en a plein le dos de certaines choses dans sa vie, des exercices pratiques pour passer à autre chose et quelque chose de plus satisfaisant. Si vous lisez le magazine Entreprendre, je fais aussi l'édito santé, un magazine économique et dédié aux entrepreneurs, etc. Je fais l'édito santé à la fin tous les mois. Et si vous nous suivez peut-être, comme il est marqué sur le petit papier que je vous ai donné, je fais une émission de radio qui s'appelle Des hommes et des ailes avec Nathalie Le Maréchal sur LFM, qui est la première radio féminine française. Une radio que vous pouvez capter partout dans le monde sur Internet et qui émet sinon sur 95.5 FM. Voilà, pour mes quelques activités professionnelles. Alors le sujet du jour, c'était donc le lien corps-esprit. Et à la base, on devait faire un débat entre Nathalie Le Maréchal, qui est spécialisée en hypnose, et moi-même en tant que docteur en chiropractique et formateur. En fait, on va faire simplement, enfin je vais plutôt faire une conférence qui va adresser le même sujet. Une petite chose, j'ai fait une spécialité après mon doctorat en chiropractique que j'ai fait aux États-Unis. Pour ceux qui ne connaissent pas la chiropractique, on m'a posé la question tout à l'heure, c'est la 3e profession de santé au monde par son nombre de praticiens. C'est la médecine, en français c'est réservé aux médecins, docteurs en médecine, mais c'est la profession de santé qui s'occupe du système nerveux. Et justement, puisqu'on parle du corps, du lien entre le corps et l'esprit, le système nerveux est bien l'interface, parce que votre système nerveux qui est dans la boîte crânienne, ici, votre cerveau, descend ensuite dans la moelle épinière jusqu'en bas du dos, et c'est ce tissu qui contrôle à la fois tout ce qui se passe dans votre corps, quand vous digérez, vous respirez, etc. Et c'est aussi à travers ce tissu que l'on réfléchit, on pense, on fait des choix dans la vie, on ressent des émotions, etc. Donc c'est ce tissu qui est responsable, c'est l'interface justement entre le corps et tout ce qui est émotionnel et l'esprit. Alors, moi, je n'avais pas prévu de faire une conférence, mais je pense qu'on va se régaler ce midi. On va faire une partie théorique et une partie pratique. Tout ce que j'avais prévu de vous dire, en tout cas, qui était mon intention, c'était que, au départ, le sujet était un débat, donc une idée de polémique. Parce qu'en France, en particulier, dès qu'on parle de corps et d'esprit, eh bien, on rentre dans des manières de voir les choses, pour ne pas dire des philosophies ou des fois des religions, qui font que le même mot, le mot esprit, peut évoquer certaines choses, ou en tout cas, on rentre assez facilement dans des polémiques. Et moi, mon expérience, je pense qu'il est plus utile aujourd'hui, plutôt que de défendre. Il y a une personne qui va dire que le mot esprit veut dire quelque chose de très spirituel. Pour les psys, ça va être plutôt le côté mental. Pour d'autres personnes, le même mot peut vouloir dire différentes choses. Et plutôt que de faire des différences et de faire des séparations, mon but aujourd'hui va plutôt être de créer des ponts, de créer des liens. Les études que j'ai faites à Houston, au Texas, pour essayer de comprendre comment fonctionne vraiment le corps humain, la santé, etc., ont répondu à un de mes rêves quand j'étais petit, plus jeune. Quand j'apprenais de la biochimie, je me disais j'aimerais bien comprendre tout le rapport qu'il y a entre la biochimie et la psychologie. Et pourquoi pas ce qui se passe en société, pourquoi pas l'économie, comment toutes ces choses sont reliées. Et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle John DiMartini, qui enseigne au Texas, avec qui j'ai travaillé depuis 1996, et qui a fait une synthèse qui est tout à fait surprenante. Et j'aimerais en partager plusieurs éléments avec vous aujourd'hui. Donc le premier point, c'est que mon rôle, il ne va pas être d'essayer de séparer ou de dire, voilà, telle manière de voir les choses est défendable par rapport à une autre manière de voir les choses, mais voir en quoi on a des points communs. Je citerai un monsieur qui s'appelle Albert Einstein qui a dit pour la vraie religion et la vraie science disent la même chose. Pas une religion, sous-entendu, pas une religion qui est là pour séparer, contrôler ou manipuler des gens, mais la religion qui est là pour relier les gens.
Et la vraie science, pas la science que j'ai pu connaître quand j'ai fait mathématiques pures et appliquées à Versailles, où des gens imbus de leur personne essayaient de vous faire comprendre qu'ils étaient bien plus intelligents que vous en employant des mots savants qui vous mettaient vraiment dans un rôle d'élève et eux de prof, mais la vraie science qui essaie de comprendre comment marchent les choses concrètement pour aider les gens. Il disait la vraie religion et la vraie science disaient la même chose, et c'est ce que je vais essayer de voir avec vous aujourd'hui par rapport à cette idée de lien corps-esprit. Et la deuxième chose, je vais citer un de mes profs qui s'appelait Ted Morter, qui disait, parce qu'aujourd'hui on va voir des choses peut-être qui vous sont complètement familières ou peut-être complètement nouvelles. Et il disait, si je vous apprends des choses que vous savez déjà, vous n'allez rien apprendre. Donc le rôle du prof, c'est d'amener des choses qui sont nouvelles, et j'espère qu'elles seront un petit peu nouvelles pour vous. Et donc l'idée, c'est de garder une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir accueillir ces choses, peut-être les juger ou les utiliser, vous apercevoir que ça ne vous sert pas du tout, ou peut-être voir que ça peut vous ouvrir des nouvelles pistes pour mieux réussir votre vie ou être plus heureux. Donc voilà les deux choses. Créer des liens, créer du lien et ouvrir des nouvelles choses. Alors, comme je vais avoir plus de temps, je réfléchissais tout à l'heure, je faisais un petit tour en réfléchissant à ce qu'on pouvait improviser. Et j'aimerais vous proposer quelque chose. Est-ce que ça vous dérange si pendant, je pense, 5-10 minutes, pas plus, je vais vous parler un tout petit peu de comment fonctionne ce lien corps-esprit, mais en prenant un maximum de recul. Des fois, quand on a le nez sur un problème, on n'arrive pas bien à comprendre comment ça marche. Puis plus on prend du recul, et plus ça paraît évident. Et je vais prendre un exemple très concret. Vous voulez faire un gâteau. Vous gardez présent à l'esprit l'image d'un gâteau, et vous allez réunir plein de choses pour faire ce gâteau. Vous voulez construire une maison, vous gardez présent à l'esprit comment vous voulez votre maison, et vous allez réunir des architectes, des employés, des gens qui vont faire des travaux pour réaliser cette image. Une entreprise, vous allez garder présent à l'esprit une image, et vous allez créer cette chose. On est d'accord? Et malgré tout, on appelle celui qui crée le gâteau, le créateur du gâteau, et le gâteau, la création, ou la créature dans certaines littératures. Celui qui crée l'entreprise est créateur d'entreprise, et l'entreprise est la création, ou la créature. Il y a un degré d'ordre entre celui qui met au monde et la chose qui vient au monde. Et si on prend un maximum de recul, et je n'ai pas de religion, et à part peut-être pendant un moment j'avais la science et la nature pour essayer de comprendre, mais quand les premiers hommes et les premières femmes ont essayé de comprendre l'environnement dans lequel ils vivaient, si vous vous retrouvez tout nu sur la terre et vous voyez le ciel la nuit avec les étoiles, vous voyez le soleil se lever, etc., toutes les religions en fait parlent de choses qui sont tout à fait en rapport avec simplement la nature. Et Di Martini a dit une phrase absolument exceptionnelle, il dit que la religion est une personnification de l'astrologie, de l'astronomie, pardon. Que en fait, regardez, suivez-moi. En astronomie, donc, on a des centres galactiques, des milliards et des milliards d'étoiles, qui donnent naissance à un système qu'on appelle la galaxie, qui donne lui-même naissance, je dis bien qui donne lui-même naissance à un système plus petit qui s'appelle le système solaire, qui comprend par exemple la Terre. Et on dit bien en biologie qu'on donne naissance à un enfant, en astronomie on dit qu'il donne naissance à quelque chose comme on donne naissance à un projet ou on donne naissance à faire un gâteau. Et donc il y a un degré d'ordre comme un lien filial entre une particule ou un groupe de choses qui donne naissance de génération, on pourrait dire le grand-père, au père, au fils. On notera d'ailleurs qu'en anglais le soleil s'appelle the sun, qui sonne comme le fils. Et donc, pour revenir sur le lien entre le corps et l'esprit, c'est que vous n'êtes pas, si on réfléchit, vous n'êtes pas la même chose que votre corps. Si on regarde toutes les religions, elles disent un petit peu la même chose. Platon ou les manières de penser philosophiques des Grecs aussi. Platon parlait d'un passager dans une calèche qui était tiré par des chevaux. On a bien un passager qui rentre dans un véhicule tiré par 2 chevaux et un corps, la calèche, voire un cocher, le mental qui dirige les chevaux, mais un passager dans un véhicule. Dans la religion chrétienne, on parle bien, dans Corinthiens 1,15, on parle d'un corps céleste qui rentre dans un corps physique. Chez les bouddhistes, on parle
d'une âme qui rentre dans un véhicule corporel, dans un corps. Eh bien, l'intelligence avec laquelle on est en train de parler, tout à l'heure on discutait ensemble, quand je parle et que vous m'entendez, cette intelligence-là est bien différente de l'intelligence qui contrôle ou qui gère votre corps. Vous pouvez dire « j'ai essayé d'avoir une diarrhée », vous ne pouvez pas la déclencher aussi facilement que de sortir un stylo de votre sac à main. L'intelligence avec laquelle on discute en ce moment est différente de celle du corps. Si je vous représente sur la Terre, vous vous reconnaîtrez évidemment. L'intelligence qui contrôle ce corps-là, qui fait que la nuit, sans que vous y réfléchissiez, votre corps continue à respirer, à digérer, à réguler la pression sanguine partout dans le corps, est une intelligence différente de vous qui pensez à qu'est-ce que vous allez manger ce soir, comment vous allez gérer votre vie, etc. Déjà, on a du mal à organiser notre vie professionnelle, financière, les enfants qui vont à l'école, etc. Heureusement qu'on n'a pas à gérer, réguler la pression sanguine dans le pied, respirer. Ah oui, tiens, là, je suis en train de respirer, là, je suis en train de digérer. Donc, il s'agit de deux intelligences différentes. Et c'est important parce que pour comprendre la relation entre le corps qui est mu et géré par une intelligence qui lui est propre, qu'on appelle l'intelligence innée du corps, et l'esprit, qui est qui vous êtes vous, qui vient dans plein de religions, c'est-à-dire s'incarner ou prendre place dans un véhicule corporel. Il s'agit de deux intelligences bien distinctes, qui vivent en interrelation l'une avec l'autre, ça c'est clair, mais qui sont deux choses différentes. Et c'est très important parce que le but de l'intelligence qui gère le corps est quasiment opposé, pas opposé, mais est aussi différente au but que vous avez vous. Le but du corps, c'est quoi? C'est d'éviter la douleur, chercher du plaisir, essayer de conserver l'homéostasie, c'est-à-dire de garder l'équilibre, de ne pas mourir, de préserver la vie. Et le but de qui vous êtes, c'est quoi votre but dans la vie? C'est juste manger, dormir et préserver, le rester en vie, ou vous avez aussi des passions, vous avez aussi des choses des voyages que vous aimeriez faire, des entreprises que vous aimeriez créer, aider les gens, partager et autres. Donc il y a un lien entre le corps et l'esprit, c'est que ce qu'on voit dans différentes religions, c'est justement que cet esprit vient s'incarner dans le corps, dans le système nerveux. Et dans le système nerveux, on retrouvera d'ailleurs deux choses bien distinctes, le système nerveux automatique, autonome, qui gère la digestion, la respiration, le cœur qui bat, etc. Et le système nerveux où on peut contrôler ses propres mouvements. Il y a deux métaphores qui sont splendides. Dans des films, vous allez voir que je suis quelqu'un qui a beaucoup de lettres et qui lit beaucoup. Dans Men in Black, vous avez un robot qui est justement un robot et un tout petit bonhomme, qui vient prendre le contrôle de ce robot. Didi Palmer appelait ça « the little fellow within », le petit bonhomme à l'intérieur. Et donc, il faut bien prendre conscience qu'il s'agit de deux choses différentes. Et que si on revient dans une vision plus globale du monde, de l'univers, chaque chose qui existe dans cet espace vide, qui est l'univers, chaque petite chose s'appelle un corps qui évolue dans le ciel, un corps céleste, un corps astral. Un homme qui déambule sur la Terre, c'est bien un corps qui déambule dans cet espace. Une planète qui tourne autour du Soleil, ça s'appelle aussi un corps, entre guillemets, astral. Une galaxie qui tourne autour d'autres galaxies aussi. Et donc, quel est le but de chaque individu? Moi, ce que j'ai pu synthétiser, et là où la religion et la science disent la même chose, c'est que si vous prenez un individu, et j'aurais terminé pour la partie un petit peu théorique, la première partie, c'est que si je prends le monsieur qui est ici en face de moi, il est fait d'organes, il est fait de tissus, il est fait de molécules et d'atomes, et que chaque atome a un caractère corpusculaire et ondulatoire qui lui donne la propriété. Aujourd'hui, on dit le mot matière et le mot lumière sont des mots interchangeables. Et quand donc la science dit qu'on est fait d'atomes qui sont synonymes du mot lumière, et que la religion dit on est fait aussi de lumière, que Dieu est lumière et que Dieu est omniprésent, omnipotent, que Dieu est partout, la vraie religion et la vraie science disent la même chose. Tout ça, c'est entre guillemets un phénomène de lumière. Et donc, quel est le but de la lumière? C'est de briller. C'est de rayonner. On dit bien en français, rayonner ses propres lumières, avoir des idées lumineuses, être une star dans un domaine. On dit bien être une star du football, une star de la chanson, une star
même de la cuisine. Donc, et j'en terminerai avec le rapport avec la religion et l'astronomie, c'est que, rappelez-vous une des prières qui est une prière chrétienne qui dit « Notre Père céleste », donc le Père qui donne naissance à des degrés d'ordre inférieurs qui sont notre système solaire, etc., que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit rendu saint, et que ta volonté soit faite, et que tu viennes sur la terre ici, que tu règnes sur la terre comme au ciel. Régner, qui veut dire rayonner, de Ra en égyptien, et donc, en gros, venez rayonner sur la terre comme les étoiles au ciel. Le but de toute structure est justement de rayonner ses propres lumières. Et si on revient sur le terme qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qui vous êtes, votre esprit, alors certains disent votre âme, votre esprit, mais qui vous êtes, la personne avec qui je suis en train de parler en ce moment, vous savez que vous pouvez rayonner vos propres lumières. C'est un mot français qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Donc, quand vous êtes un petit rayon de soleil pour vos petits-enfants, pour vos élèves, pour vos parents, pour vos patients, vous êtes bien en train de rayonner quelque chose. Quelqu'un qui joue du piano debout, quelqu'un qui fait ce qu'il aime, quelqu'un qui cuisine à merveille, quelqu'un qui chante et qui vous fait dresser le poil sur les avant-bras, quelqu'un qui vous ouvre le cœur quand il vous raconte un poème, quelqu'un qui écrit à merveille, quelqu'un qui fait ce qu'il aime, tout bêtement, rayonne quelque chose. Et c'est dans cet état que vous vous sentez, en tant qu'esprit, en tant que personne, dans la meilleure santé, j'allais dire. Vous savez tous que vous êtes venus ici pour faire quelque chose de spécial. Vous êtes déjà dit au moins une fois dans votre vie, je ne suis pas là juste pour payer des impôts, essayer qu'il n'y ait pas une tuile qui me tombe sur la tête, et que j'ai quelque chose de particulier à amener dans le monde. Et bien moi je vais vous dire une chose, c'est que tant que vous ne vivez pas dans cet état-là, tant que vous vivez en dessous de cet état-là, vous passez à côté de ce qui est rayonné, donc ce qui est le top dans l'existence. C'est ce qu'on a en chiropractique, c'est ce qu'on appelle sublux, c'est-à-dire. Mesdames et messieurs les visiteurs, bonjour. Dans quelques instants vont débuter les différentes ateliers de 13 heures. N'oubliez pas l'espace relaxation sensorialité, espace jaune bleu, et vous avez également la découverte de soins par la voie du cheval. Il y a des espaces pubs qui sont prévus ça. A lieu tout au fond du salon après l'année L. Merci. Il y a des espaces pubs exprès pour. Donc, si je reprends l'idée dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que tant que vous ne vivez pas dans cet état où vous rayonnez vraiment ce pourquoi vous êtes venu au monde, vous vivez en dessous de ce que du vrai potentiel de la vie. Donc, si je reprends le tas d'atomes que l'on est, ou l'ensemble d'atomes que l'on est, on peut vibrer ou vivre dans différents états. Le jour où vous êtes un petit rayon de soleil pour vous-même, d'accord, et le jour où vous vivez en dessous de ça. J'ai trouvé une métaphore que je n'ai pas inventée, mais qui a été inventée par les frères Grimm, qui était repris dans Blanche-Neige et les 7 nains. Mais quand vous prenez un rayon de soleil qui passe dans un nuage et qui se diffracte dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, vous voyez ce que je veux dire, l'image ? Eh bien, soit vous êtes ce petit rayon de soleil, que rien ne peut arrêter, si vous suivez en physique, pas de masse, pas de charge, pas d'espace, pas de temps, d'énergie pure, et vous rayonnez, et vous savez plus quel âge vous avez, vous savez plus si vous êtes beau ou pas, si vous êtes intelligent ou pas, vous faites juste ce que vous aimez, vous êtes un petit rayon de soleil pour vous et en même temps pour les autres, ou bien vous vivez en dessous de cet état-là, en dessous des nuages, et là, les choses peuvent parfois paraître plus colorées, mais elles n'ont pas la même saveur que cet état-là. Ce qu'on retrouve donc avec Blanche-Neige, c'est le cas aujourd'hui, et les 7 nains. Il y a des fois où vous êtes vraiment ce petit rayon de soleil, vous êtes cette personne qui rayonne, radieuse, vous avez passé une journée qui est au-delà des mots, vous avez aimé quelqu'un au-delà des mots, vous avez créé quelque chose au-delà des mots, et vous êtes au-delà des problèmes. Ou bien vous vivez en dessous de ça, et par exemple vous avez sûrement rencontré quelqu'un qui était au-delà des mots, et puis après en le côtoyant un peu plus, en vivant au quotidien avec lui, hop, il devient quelque chose d'en dessous de ça, moins que, et il devient grincheux, il devient timide, il devient prof, il devient hatchoum. Et donc, pour moi, l'idée, à retenir, c'est de bien comprendre qu'il s'agit de 2 états différents. Et que la chose que l'on a vue tout à l'heure,
l'intelligence qui s'occupe du corps et l'intelligence qui vous êtes vraiment sont deux choses différentes. Et à vous de voir, si vous dissociez bien les deux choses, quand est-ce que vous vivez dans un état de grâce, dans un état où vous rayonnez, vous êtes purement l'expression de ce que certains appellent l'esprit, l'âme, le cœur, peu importe, ou quand vous vous subluxez, c'est-à-dire vous venez moins que luxe, le petit rayon de soleil que vous pouvez être, dans une condition, vous êtes dans un état de subluxation. Et le rapport, pour bien comprendre le rapport qu'il y a entre les deux, c'est que on entend parler, c'est souvent connoté péjorativement, d'entendre parler qu'une âme a une mission, mais on dit bien qu'une entreprise a une mission. Vous prenez n'importe quel contrat de travail, il y a bien une mission dans ce contrat de travail. En tout cas, disons que chaque personne a une raison d'être. Et que tant que vous ne vivez pas cette raison d'être, tant que vous vivez en dessous de ça, vous allez créer plein de symptômes dans votre corps. Je m'explique. Si vous vous levez le matin et que vous écoutez ce que votre corps dit, vous passez vos sensations à travers votre corps. Vous avez remarqué que le corps, il y avait 2 yeux, 2 oreilles, 2 trous de nez, pour la plupart des gens, 2 bras, 2 jambes, et que tout ce qui se passe à travers le corps est dichotomique. C'est-à-dire qu'on perçoit quelque chose en contraste d'autre chose. Donc on trouve toujours que c'est bien ou que c'est mal, que c'est chaud, que c'est froid, que c'est loin ou que c'est proche ou distant. Et donc vous arrivez dans une dichotomie. Et si vous écoutez à travers ce système sensoriel-là, à travers le corps, si vous qui vous êtes écoutez trop à travers le corps, vous allez avoir une perception de danger, de quelque chose de difficile à accéder, quelque chose qui est peut-être négatif ou positif. Et donc, si vous écoutez votre corps, vous allez avoir tendance dans votre vie à fuir ce qui est douloureux et aller vers quelque chose de positif. Et on parlait des religions, mais il y a une religion qui s'appelle le taoïsme, et vous avez tous entendu parler ou vu ce signe-là, qui signifie justement que dans l'univers, rien n'est positif ou négatif, mais tout est en complétude. Tout est neutre. Si on revient à la science, l'univers il est électriquement neutre. Il n'y a pas plus de positif ou plus de négatif. Et que pour toute chose, il y a un équilibre. Et donc, vous en tant que personne, quand vous vous incarnez entre guillemets et vous sentez à travers le corps, vous aurez sûrement la perception qu'il faut aller chercher quelque chose de positif et fuir quelque chose de négatif. Alors qu'un homme d'esprit ou une femme d'esprit aura tendance à ne pas se faire tromper par ces perceptions un petit peu illusoires et d'aller chercher ce qui la met dans un état de petite étoile. Et au contraire, ne pas tomber dans la dichotomie plus-moins, mais de chercher, si vous prenez un cercle, vous voyez, ça s'appelle la tangente par rapport au cercle. Ne pas prendre la tangente par rapport à sa vie, mais plutôt de suivre cet axe-là qui est le rayon et qui est de rayonner. Donc quand vous vous levez le matin et vous cherchez quelque chose qui vous fait rayonner, et que vous écoutez votre âme, vous écoutez votre cœur, tous ces synonymes, vous allez avoir une autre vie que si vous écoutez là où vous pouvez gagner quelque chose, éviter la douleur ou chercher du plaisir. Quelqu'un qui veut rayonner, quelqu'un qui dit voilà, je vais créer une encyclopédie qui va synthétiser toutes les connaissances de l'être humain, ça va l'inspirer. Mais s'il se dit j'aimerais ne pas souffrir, ne pas passer trop de temps au travail et essayer de m'économiser sur le sujet, il ne va jamais le faire. Quelqu'un qui veut créer une symphonie extraordinaire et qui travaille tous les jours, il a peut-être une chance de le faire. Mais s'il se lève inspiré par ce qu'il veut faire dans sa vie, plus il aura conscience de comment ça fonctionne et qu'il sera lucide sur le fait que ça lui demande un travail considérable, qu'il va prendre des risques, mais au moins quand il va se coucher le soir, il aura la satisfaction d'avoir rayonné tout ce qu'il aura pu rayonner et avancer sur un chemin de satisfaction. Alors dans le livre « Devenez ce que vous êtes », c'est expliqué plus en détail, mais ici, pour moi j'ai décrit, il y a 2 tangentes. Entre la tangente de gauche et la tangente de droite, sans mauvais jeu de mots. La tangente de droite, c'est que vous, en tant qu'esprit, quand vous allez chercher votre voie, à savoir comment rayonner, comment être dans votre plus belle forme, j'allais dire, eh bien, la tangente de droite, c'est ce qu'on vous a dit de faire depuis que vous êtes né. On vous a dit de faire des choses qui étaient droites. C'est des modèles de droiture, c'est pour ça que j'ai appelé la tangente de droite. Si on est bouché de père en fils, c'est bien si vous reprenez l'entreprise.
si on est les gens les plus importants dans le village parce qu'on est médecin ou notaire, c'est bien, ça serait droit que tu fasses ça, que tu reprennes. C'est des modèles de droiture, ça peut être des modèles religieux, des modèles d'éducation, des modèles professionnels. Mais ce n'est pas ça qui vous fait connecter avec ce que vous avez vraiment au fond du cœur et rayonner ça. Et il y a la tangente de gauche, qui est, je l'ai appelée de gauche parce que je pense être quelqu'un profondément de gauche et non pas quelqu'un de gauche, de maladroit. Le terme gauche, en italien ou en latin, se dit sinistra. Parce qu'il y a un piège sinistre dans cette tangente de gauche. C'est que si, en me levant, je passe par le corps et j'écoute trop mes sens, et que je cherche à être aidé, voire le mot un petit peu touchy, c'est assister, et que j'essaie de trouver une vie de seulement du plaisir et pas prendre de risques, pas m'exposer, et trouver des gens qui vont me défendre, qui vont m'aider, m'assister, je ne vais pas prendre en main la complétude de ma mission, de ce que j'ai à faire, et je risque de prendre une tangente qui est un piège sinistre, parce que plus je vais demander de l'aide à quelqu'un, moins je vais développer les capacités à créer mes propres forces pour y arriver, et plus je rentre dans un cercle vicieux qui fait que je vais m'affaiblir par rapport à la réalisation de ce que j'aimerais vraiment faire dans ma vie. Donc, l'esprit, ou l'homme d'esprit, ou la femme d'esprit, qui vous êtes, l'intelligence avec laquelle je parle maintenant, n'est pas le corps, et l'interrelation dont on vient de parler, avec les deux pièges ou les deux tangentes auxquelles peuvent vous inviter le corps, qui étaient symboliquement les sirènes d'Ulysse, à droite et à gauche, qui essayaient de vous faire dévier de votre trajectoire, sont importantes à connaître, et je pense devraient faire partie de l'éducation nationale, et je vais parler la semaine prochaine là-bas, pour que les enfants puissent trouver qui ils sont vraiment et ne pas tomber dans certains pièges de facilité ou de droiture, qui sont des pièges de facilité entre guillemets, pour ne pas passer à côté de leur vie. Je vais juste vous citer un petit exemple à l'origine de ce travail. J'avais ma grand-mère qui a fini sa vie avec une maladie d'Alzheimer. Et dans la maison de repos où elle était, il y avait un monsieur qui était attaché à sa chaise, qui ne pouvait pas bouger, et qui pouvait quand même bouger un petit peu son corps jusqu'à faire tomber la chaise. Et quand il tombait, il fallait le relever. Et je l'ai fait plusieurs fois pour aider les infirmières. Et une fois, je l'ai fait tout seul. Et à ce moment-là, le monsieur m'a pris, vous savez, quand les gens ne peuvent plus parler, ne peuvent plus bouger, il m'a agrippé ma main comme ça. Il ne me lâchait plus. Et c'est comme s'il avait hurlé du fond de son cœur. Donc pas, vous savez, des fois on se dit se battre d'homme à homme. Là, c'est plutôt, il m'avait parlé plutôt d'âme à âme, parce qu'il ne pouvait pas parler. Et dans ses yeux, j'ai vu, il me regardait mes bras. À l'époque, je faisais pas mal de sport. Il me regardait mes bras, il me regardait dans les yeux, il me dit, mais si j'avais tes deux bras, là, tes deux jambes, si je pouvais encore bouger et parler, mais j'éclaterais tout. J'éclaterais tout. Et le fait, je sentais que justement, il avait passé beaucoup de temps à tomber dans ces tangentes, à se dire, tiens, voilà, là, je risque rien, là, je m'éclipse, là, etc. Mais il faut bien comprendre que s'il s'agit bien d'une âme qui s'incarne dans un corps, l'heure tourne parce que la durée de vie du corps est limitée. Et que plus on avance, justement, et plus la potentialité physique de s'exprimer, la structure à travers laquelle l'âme peut s'exprimer, qui est le corps, vieillit. Et donc plus on avance dans le temps, plus elle vous donne des symptômes pour vous dire qu'il est temps de vivre pleinement votre vie. Et dans cette interrelation entre l'esprit, enfin qui vous êtes, et le corps, il y a justement cette dimension de qualité, c'est-à-dire que plus le temps est court, plus l'intensité doit être importante. Il n'est jamais trop tard, hein, si vous êtes venu ici à pied, c'est qu'il y a encore plein de choses à faire. Et je vous propose un petit exercice très rapide, mais on va le faire rapidement pour ne pas perdre de temps. Au dos de la feuille que je vous ai donnée, si vous êtes arrivé entre-temps, il y en a d'autres ici, vous pouvez demander à ce qu'on vous en amène. Voilà ce que je vous propose de faire. Est-ce que vous avez remarqué qu'on relie, enfin la langue relie l'esprit à la respiration? Puisqu'en latin, on dit, déjà dans la langue française, quand est-ce que vous venez au monde? Quand est-ce que vous existez? Vous existez au moment où papa et maman font l'amour, au moment où il y a fécondation, où on dit que vous êtes... Quand est-ce qu'on dit que vous êtes né?
par la loi française, je crois. À votre premier souffle. Et quand est-ce qu'on dit que vous êtes mort? À votre dernier souffle. Il y a un rapport direct entre spirare en latin, qui veut dire respirer, et spiritum, qui sont les fonctions de ce qu'on dit être l'esprit, donc de votre fonction. Si vous êtes l'esprit et le corps est un véhicule dans lequel vous arrivez à destination, et d'ailleurs dans destination, quand je prends un train pour aller à tel endroit, c'est bien pour atteindre une destination. C'est un véhicule pour m'emmener à une destination. Si j'achète un 4x4, c'est plutôt pour aller faire du tout-terrain, c'est pour aller à une destination. Si j'achète une voiture de sport, c'est pour faire de la vitesse. Du vélo, pour passer à travers, etc. Donc un véhicule amène à une destination. Un véhicule, le corps, amène à une destination. Et dans destination, il y a destin. Votre corps physique, il est parfaitement fait pour véhiculer votre âme à travers son destin. C'est pour ça que vous l'avez choisi dans certaines manières de penser. Et donc, qui vous êtes est très relié du premier souffle au dernier souffle à votre respiration. Spirare, spiritum, fonctionnement de l'esprit. Donc l'esprit, le corps de vous. Tout à l'heure, on va faire un exercice pour voir si vous rentrez bien dans votre corps et vous exprimez bien votre esprit à travers votre corps. Mais dans un premier temps, restons juste sur la théorie. Quand j'inspire, si vous connaissez cette blague qui parlait d'un mix. Quand j'étais petit, moi, on me faisait faire ça, c'est quoi ça? Ça vous dit rien? En fait, c'est un Mexicain qui fait du vélo, c'est-à-dire qu'on vous regarde par-dessus. Si je vous regarde par-dessus, là où vous êtes assis, je vais voir une tête ronde, les épaules, etc. Et prenez votre amplitude respiratoire. Respirez à fond, faites rentrer la respiration, spirarez l'esprit à fond dans votre corps et dilatez votre poitrine ou dilatez votre ventre. Vous voyez qu'en fait, plus vous inspirez, plus le rayon, plus la taille du cercle de votre torse va s'agrandir. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qui correspondrait tout à l'heure à augmenter la taille du rayon. Donc vous rayonnez. Plus vous prenez votre espace sur l'extérieur, plus vous rayonnez. Vous êtes avec moi? Autrement dit, sans jouer kung-fu, quelqu'un qui s'écrase un petit peu, n'est pas très inspiré et se laisse déborder par la peur, le milieu extérieur, le regard des autres, etc. À l'inverse, quelqu'un qui est très inspiré prend son espace dans la vie, rayonne, prend une taille dans le rayon et ne se laisse pas déborder par les forces extérieures. Qui vous êtes? Votre force intérieure, c'est bien d'être inspiré, de rayonner et physiquement, symboliquement, physiologiquement, de prendre votre espace dans le monde. Alors, le petit exercice, il consiste à ça. C'est un petit peu mental dans un premier temps, mais ça permet de bien mettre en application dans votre vie. Je vous ai donné une figure dans laquelle vous pouvez voir à quel point vous rayonnez dans chaque domaine. Par exemple, professionnellement, est-ce que vous vous levez le matin en disant « j'y vais juste pour gagner de l'argent pour survivre » ou « je vais faire quelque chose où je vais m'éclater » Entre 1 et 8 ou 10, je ne sais plus combien vous avez de degrés, ou faites-le au feeling. Quel est votre degré de rayonnement dans votre vie professionnelle? Et si vous ne travaillez pas encore, vous êtes étudiant, dans vos études. Et si vous ne travaillez plus parce que vous êtes retraité, mais dans votre activité principale, peu importe. Juste pour comprendre l'idée. Donc par exemple, dans ma vie professionnelle, je me lève le matin, j'ai hâte que ça soit le début de la conférence parce que j'adore ça. Dans ma vie personnelle, j'ai personne dans ma vie, donc par exemple, je suis à 3 sur 8. Dans ma vie financière, je ne sais pas, par rapport à ma vie professionnelle, tout va bien, j'en suis là, mais je ne suis pas non plus dans l'extase, etc. Et petit à petit, va se construire une figure, faites-le rapidement, pour vous. Et coloriez bien les parties qui sont rayonnantes chez vous. Donc plus vous rayonnez, plus ça va par là. Donc après, on va se retrouver avec une figure qui aura grosso modo une forme bizarroïde comme ça. Vous le ferez mieux chez vous, ou vous pouvez le faire sur Internet et avoir une version à imprimer, version iPhone, qui est très jolie, de par mon site. C'est gratuit, vous pouvez le faire. Et vous pouvez le faire régulièrement pour voir si vous évoluez, justement. Donc, vous êtes d'accord, au bout d'un moment, vous retrouvez une forme
soit tout est plein, soit rien n'est plein, ou soit c'est divers et varié suivant les sujets. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tous les endroits, vous pouvez vous dire, les endroits où la figure n'est pas coloriée, sont des endroits où je passe à côté de ma vie. Vous êtes d'accord? On va transformer cette angoisse en bonheur immédiatement, parce qu'en fait, là, ça veut bien dire qu'il y a, et suivez-moi bien, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question en arrivant tout à l'heure, il y a bien une différence entre le potentiel de vie que vous avez actuellement dans les parties qui ne sont pas toutes blanchies, le potentiel, si je prends financièrement pour être très matériel et facile, le potentiel de vie de quelqu'un qui gagne 1000 euros et qui aspire à gagner, je ne sais pas moi, 10 000 euros, n'est pas le même potentiel de vie. Vous ne mangez pas les mêmes choses, vous n'habitez pas au même endroit, vous ne voyagez pas dans la même vie. D'accord? Il y a bien une différence entre le potentiel que vous avez et le potentiel que vous aimeriez avoir. Et ça s'appelle bien une différence de potentiel, qui s'appelle bien en physique ou en électricité une tension. Une DDP, une différence de potentiel, c'est bien une tension. Donc là, dans les différents domaines de votre vie, vous pouvez voir ce qui crée des tensions dans votre vie. Dans votre couple, dans votre travail, dans votre vie financière, dans votre vie physique, sentimentale, spirituelle. Et dites-moi, si cette roue, elle devait tourner, ça tournerait rond ou pas? Ou quand elle tombe dans cette zone-là, on tomberait un peu sur un plat? Est-ce que votre vie, elle tourne rond? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à améliorer? Est-ce que c'est maintenant ou jamais parce que l'heure tourne? Une autre chose, c'est que toutes ces choses qui sont en blanc, enfin qui ne sont pas encore coloriées, sont des projets de vie à réaliser. Et si on bénéficie de la langue française qui est magique, ce sont des raisons d'être. C'est-à-dire que plus vous avez de blanc, plus vous avez de raisons de continuer à être. Donc c'est pas dramatique, c'est une chance. À partir du moment où on se prend en main, et c'était l'objet de mon livre, c'est-à-dire une fois qu'on a identifié qu'il manque des choses, comment identifier dans chaque domaine de vie ce qu'on aimerait vraiment faire pour devenir ce que l'on est vraiment, c'est-à-dire une personne. Regardez la perfection de la langue française. Est-ce que vous êtes une personne comblée? Est-ce que la roue elle est comblée dans tous les domaines ou pas? On dit bien je suis comblé. Mais quand on est piégé dans un modèle de toiture où on doit d'abord bien travailler, je suis comblé dans mon travail mais dans tout le reste j'ai rien, là je ne suis pas comblé. Comblé, ça implique que ce soit dans tous les domaines de vie. Donc à vous, c'est votre responsabilité de combler cette roue. Et d'être un individu comblé. Et devinez quoi? Plus vous allez évoluer selon les rayons, plus vous allez rayonner et devenir une petite étoile dans votre domaine. Parce que si je me lève le matin et que j'ai une vie professionnelle inspirante où je vais m'éclater à faire des choses que j'aime, si le soir je rentre dans une maison qui m'éclate parce que je vais me dépasser, j'adore être dans cet endroit-là, je vais aller courir le matin à l'endroit que j'adore et je vais être avec les gens que j'adore, etc. Partout où je vais, j'ai des choses qui m'inspirent. Et donc, naturellement, je suis inspiré. Donc plus je suis inspiré, plus ma colonne vertébrale, vous avez remarqué, quand quelqu'un inspire, pour revenir un peu sur la chiropractique, quand quelqu'un inspire, naturellement, sa colonne se redresse et sa cage thoracique rayonne. Et moins une personne est inspirée, et plus sa colonne vertébrale part en flexion, et plus elle expire. Qui veut dire aussi en français, quand votre assureur vous dit votre contrat d'assurance expire, ça meurt. Donc, est-ce qu'une personne qui est comme ça, qui est toute dépressive, dont le système nerveux n'arrive plus à inspirer, n'a plus de projet de vie, plus de perspective de vie inspirante, sans mauvais jeu de mots, est-ce qu'elle est en bonne posture pour ouvrir ses bras et son cœur à quelqu'un? Est-ce qu'elle est en bonne posture pour aimer tout court? Donc le rapport entre l'esprit et le corps, c'est-à-dire entre vous et tout ce que vous voulez faire pour être heureux et rayonner, et votre corps, c'est qu'il y a bien cette interrelation. D'où l'intérêt de la chiropractique qui est là pour vous aider à libérer les structures physiques pour que ce corps soit
une structure qui puisse vous véhiculer vers cet état de rayonnement. Mais avant toute chose, c'est à vous de prendre conscience de l'image, de la grande idée. Didi Palmer, qui a inventé la chiropractique il y a 100 ans, dit en premier principe, get the big idea. Trouvez la grande idée. La grande idée, c'est de trouver ce qui vous fait rayonner et de le vivre. Et là, j'ai un scoop qui pourrait devenir le cœur d'un nouveau modèle de santé en France et partout dans le monde. Je vous le délivre. Et ça commence par une question. On m'a posé la question tout à l'heure, le rapport entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire les maladies psychosomatiques, quand je tombe malade, les tensions, etc. etc. Ben, c'est super simple. Vous prenez n'importe quel domaine de la vie qu'on vient d'étudier, est-ce que vous rayonnez ou pas? Est-ce que vous avez des manques, des tensions, ou est-ce que vous rayonnez? C'est tout simple. Le matin, si là c'est... Imaginons qu'ici règne votre image de vie réussie, c'est-à-dire une image dans laquelle vous ayez réussi votre vie professionnelle, physique, matérielle, familiale, etc. Si le matin, je, en tant qu'esprit, me lève et me dirige vers quelque chose qui m'inspire, quel type de symptômes j'ai dans ma vie? Il y a un mythe qui règne dans notre monde qui dit que quand on est en bonne santé, on n'a pas de symptômes. Faux. Modèle dépassé, modèle de la santé du siècle dernier. Vous avez des symptômes tout le temps. Si je me lève le matin pour venir ici, moi il est 6 heures, j'ai déjà envie d'être ici. J'ai de la joie de vivre, j'ai de l'énergie, j'ai de l'enthousiasme. Ce sont des symptômes. Je suis inspiré, je me redresse, je ne suis pas fatigué. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut neiger, je viens quand même, parce que ça m'inspire. Donc ce sont des symptômes. Et à l'inverse, plus je m'éloigne de mon axe de vie, plus je vais dans des directions et des images de vie qui ne me plaisent pas, plus je crée d'autres symptômes. Certains avaient la diarrhée ce matin ou mal à la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes fatigué, vous n'êtes pas motivé, vous n'avez pas d'énergie. Donc, quand je me lève et que je me dirige vers mon image de vie réussie, vers ma victoire personnelle de vie, eh bien j'ai des symptômes qui sont des symptômes, j'allais dire, d'alignement, des symptômes, comme disait Platon, d'alignement, mais de justesse. Ça montre qu'on est sur son juste chemin. Et plus on s'éloigne de sa trajectoire, et plus on a des symptômes qui nous signalent qu'on a des symptômes de détresse, comme quand on s'éloigne du chemin. C'est bien un GPS. On est bien guidé par nos symptômes. G pour guider, P par, et S symptômes. À chaque instant dans votre vie, vous êtes guidé par vos symptômes à travers le corps pour vous signaler si vous suivez votre voie ou pas. Et pour revenir à ce monsieur tout à l'heure qui se balançait sur sa chaise, qui ne pouvait plus marcher, plus bouger, qui tombait, que j'ai relevé, pour lui, l'idée que j'ai reçue, c'est qu'il avait des regrets tout simplement, d'avoir pas vécu pleinement sa vie. Et donc à la fin de sa vie, ce n'est pas une victoire, c'est des regrets. Et je me suis posé la question et je me suis dit, comme objectif clinique d'un nouveau modèle de santé pour les gens, la plus belle chose qu'on puisse leur offrir, en plus c'est gratuit, enfin à part de passer l'information, c'est de s'assurer cette victoire. Parce qu'à partir du moment où on sait qu'il y a une possibilité de regret et qu'on cherche sa propre victoire, ce qu'on vient de faire avec la roue, on identifie ce qu'on voudrait vraiment faire dans sa vie, on se prend en main et on y va, ce qui va déclencher une dynamique personnelle, voire collective, qui peut changer la vie d'un individu, voire de plusieurs. Alors voilà l'ancien modèle de santé pour pas que vous fassiez piéger par cet ancien modèle. Admettons, de là à là, je me lève pour aller à l'école pour faire quelque chose que j'aime. D'accord? Je suis médecin et je veux... Non, on va prendre un autre... Bon, tant pis, les médecins. Et je veux aider les gens et je fais mon école de médecine. Et puis, ensuite, je commence à me diriger et finalement, j'ai du mal à trouver du travail, etc. Et puis finalement, le métier en clinique ne me plaît pas. Et donc, ma perception, c'est que c'est plus mon chemin. Donc, je commence à être fatigué. Et puis ensuite, de plus en plus fatigué, je commence à en avoir plein le dos de ce travail. Et donc, je ne vais pas prendre un médecin, on va prendre un ingénieur alors. Un ingénieur qui en a plein le dos de son travail. Et donc, il va consulter un médecin qui lui dit « Bah, vous avez mal au dos, vous avez un symptôme, votre GPS vous parle. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans l'ancien modèle de santé ? On prend une pilule, une chirurgie ou quelque chose qui fait disparaître le symptôme pour que la personne continue dans sa vie
sans tenir compte du message du GPS. S'il a mal au dos, par exemple, on lui fait craquer le dos pour qu'il continue dans une vie de qu'il n'aime pas, on va dire. Et est-ce que c'est vraiment un service qu'on rend à la personne? Si on lui craque le dos pour dissiper la tension, pour qu'il puisse continuer de travailler, ça s'appelle, vous savez comment? Alors que tout le corps essayait de lui signaler que c'était à propos d'un ajustement de vie, d'un ajustement de trajectoire, eh bien cet acte-là s'appelle une manipulation, dans le sens propre et dans le sens figuré du terme. Quand votre corps, quand votre cœur, à travers votre corps, vous signale avec tout ce qui peut vous dire que vous êtes sur la mauvaise trajectoire, il vous signale sous forme d'un GPS qui vous parle jour, nuit, des fois, de plus en plus intensément. Quand vous lui donnez une pilule pour lui dire non, je ne veux pas entendre, en gros, vous lui dites ta gueule, ou vous allez voir quelqu'un qui va le manipuler, qui va vous manipuler mentalement ou physiquement pour que vous continuiez dans une vie qui ne vous convient pas, vous vous faites manipuler. Si vous êtes responsable, vous vous laissez manipuler. Alors que tout votre cœur vous demande simplement, souvent, un ajustement. C'est la grande différence entre les techniques manipulatives et un ajustement. Un ajustement est là pour vous aider à ajuster votre trajectoire de vie, tenir compte des symptômes, les soigner mécaniquement, etc. s'il y a besoin, mais surtout de répondre à l'essentiel, c'est-à-dire le message de votre cœur, de qui vous êtes, de votre esprit, peu importe le mot que vous mettez sur le... Mais comprenez la grande idée. Alors, gardez à l'esprit l'idée du GPS, de votre victoire. Donc, je me suis amusé à donner un terme en grec. La victoire, ça se dit, la déesse de la victoire s'appelle Nike. Et que cette victoire, elle s'adresse à chaque individu, donc au peuple, en latin hola, et qu'il y a une vraie sagesse, parce que si chaque personne s'intéresse à sa propre victoire, même de manière égoïste, elle crée une dynamique pour soi qui aura un impact sur le collectif. J'ai une dame que j'ai vue en fin de semaine qui est chanteuse. À chaque fois qu'elle chante, tous les gens autour d'elle se disent « Waouh !» Elle vibre à une intensité. Quelqu'un qui adore enseigner, et vous le voyez sur scène, qui adore dans des zones classes travailler en tant qu'enseignant, vous le voyez rayonner. Inconsciemment, vous vous dites « Waouh ! Moi aussi je mérite une vie comme ça. Moi aussi je mérite une victoire. » La clé, c'est que quand vous faites ce que vous aimez, vous avez une journée où vous faites à fond ce que vous aimez, vous rentrez chez vous, vous êtes bien dans votre tête. Vous savez que celle-là, c'est une petite perle qui s'enfile sur un grand collier et qui va créer un bijou à la fin qui va être une vie réussie. Vous êtes bien dans votre tête. Vous êtes peut-être fatigué parce que vous avez bien travaillé, mais c'est une bonne fatigue. Le corps, il récupère super bien de ça. Et socialement, le fait d'avoir eu un sens à votre vie dans la journée, quand vous rentrez chez vous, vous embêtez pas les gens autour de vous. Vous n'êtes pas frustré, vous ne le reportez pas sur la personne avec qui vous vivez, par exemple. La plupart des engueulades dans les couples, c'est justement parce que les gens passent à côté de leur vie toute leur journée, ou toute leur vie, et après le reprochent à l'autre. Tout ce qu'on vient de voir, c'est complètement pratique. Si on comprend la distinction entre le corps et l'esprit, on voit l'interrelation entre les deux, du coup, regardez que devient une relation amoureuse. Si on prend la métaphore d'être d'un passager dans un véhicule, comme un cavalier sur un cheval, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est bien 2 cavaliers sur 2 chevaux qui se rencontrent. Est-ce que la rencontre est à propos des chevaux, qui vont s'aimer ou pas, ou à propos des cavaliers? Parce qu'à écouter les patients au cabinet, il y a plein de gens qui font des relations amoureuses nombreuses, mais qui ne sont pas satisfaits. Pourquoi? Parce que c'est des relations entre canassons, entre chevaux, mais pas d'âme à âme. Les âmes ne sont pas satisfaites. Important de voir la différence entre le corps et l'esprit. Vous voyez quelqu'un qui disparaît. Quand j'ai perdu mon grand-père, c'était un deuxième papa. Quand je l'ai vu, je ne connaissais pas tout ça. C'est pour ça que j'aime le partager. Quand il est décédé, j'étais fou. J'étais en colère. Mais mon grand-père, comme on l'a vu, son esprit, c'est qui il est. Son corps, c'est pas qui il est. Donc, au moment où on perd quelqu'un, où sa forme part,
la forme qui part n'est pas la personne qu'on aime. La personne qu'on aime, c'est son esprit. Aujourd'hui, il est tous les jours avec moi. Quand aujourd'hui on va parler tout à l'heure de créer une nouvelle culture d'éducation, c'est lui qui m'a appris l'agriculture, à cultiver des plantes. Il est toujours là. D'ailleurs, par l'esprit, on en parle, par l'esprit, il est là. Si je vois ma maman ou mon papa qui vieillissent un petit peu, c'est pas mes parents qui vieillissent, c'est pas du déni ce que je dis. C'est que c'est leur corps qui vieillit. Et dans mon cœur, ils grandissent. Parce que la rareté du temps qu'on va pouvoir partager ensemble ne fait qu'augmenter l'intensité de la vie qu'on a ensemble. Si vous comprenez la différence entre le corps et l'esprit, c'est aussi ce qui va nous permettre, fondamentalement, quand vous êtes à l'école, de trouver pourquoi vous allez à l'école. Je vais faire une intervention à l'école la semaine prochaine, dans 2 semaines, mais la première chose fondamentale, je me suis amusé avec la chef d'établissement pour dire que, regardons bien, l'école est une dictature. Pourquoi je dis ça? On fait 2 cours. Les élèves sont obligés d'aller à mon cours, parce que sinon ils ont des ennuis avec le directeur. Donc ils viennent. Mais les profs ne sont pas obligés. Donc ils viennent peut-être pas, ou pas. Est-ce que si les élèves n'étaient pas obligés d'aller à l'école, est-ce que les cours seraient pleins? C'est ce que j'ai posé comme question. C'est la question que j'ai posée aux profs. Est-ce que si les élèves n'étaient pas obligés d'y aller, c'était pas juste une manipulation de chiffres ou des intentions quasi démagogiques de dire il faut une école jusqu'à tel âge et donc on les force à y aller, on truque les chiffres pour qu'ils y restent? Mais en vrai, est-ce qu'ils sont là de plein gré? Est-ce qu'ils sont en train de s'éclater? J'ai eu la chance de travailler avec une dame qui s'appelle Marilyn Wilhelm, qui travaille sur l'origine étymologique des mots, et elle parle d'une chose qui est très simple. Elle dit le mot école vient du grec skolé qui veut dire plaisir. Aller à l'école, c'est se faire plaisir, apprendre des choses qui vont nous donner du plaisir, des choses qui vont nous assurer notre victoire, apprendre des compétences qui nous permettent de réussir notre vie et d'aider les gens à rendre leur vie meilleure. C'est pas comme ça qu'on aborde l'école aujourd'hui. Donc une petite matière à l'école pourrait faire en sorte que les enfants sachent pourquoi ils vont à l'école. Pour suivre des modèles de droiture et de répondre aux ordres, pour s'entraîner à répondre aux ordres, pour trouver un endroit chaud pour passer l'hiver en attendant d'être adulte, ou pour trouver des compétences pour réussir sa vie. Et quand j'ai créé une école, j'ai participé à la création d'une école au Brésil, où à un moment, par ego, pratiquement, on avait créé l'école, on avait créé les profs, mais on n'avait pas d'élèves. Et quand on a demandé aux élèves, ce serait bien que vous veniez à l'école, mais pourquoi on irait à l'école? Il n'y a pas de travail de toute façon. Donc, un changement dans notre société ou une amélioration, une évolution de la situation peut se faire tout simplement par l'idée que chaque cultiver une autre manière de voir les choses, notamment de dire à chaque enfant qu'à la base c'est une étoile, c'est une structure astrale ici pour rayonner, pour devenir une petite étoile dans un domaine. Et quand je dis ça, attention, je ne parle pas de la Star Academy avec toutes les choses superficielles, etc. que ça implique. Moi, mon grand-père, quand il est décédé, je pensais qu'il connaissait personne. Le jour de son enterrement, il y avait une masse de gens. Pourquoi? Parce qu'il cultivait des légumes et il les donnait gratuitement. Et les gens avaient de l'amour sincère pour lui. Et les gens en avaient les larmes aux yeux. Ils étaient inspirés par qui il était. Et qui il est encore. Puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Donc, être une star, c'est ça, une vraie étoile. C'est pas quelqu'un qui passe à la télé sur M6, c'est quelqu'un qui rayonne. J'ai vu une émission hier sur Arte où il y a des gens qui font des couteaux, j'ai pris en cours, à la fin j'en ai les larmes aux yeux, c'était des artistes, des gens qui mettaient leur cœur dans une œuvre d'art, et justement les 3 choses, j'en parlais avec une amie Isabelle, les 3 choses qu'on laisse derrière soi, c'est tout simple. C'est les enfants, pour ceux qui en ont, c'est les bons moments et l'interrelation qu'on a eue, les bons souvenirs, et aussi une pièce d'art. Tout à l'heure je suis passé devant la Tour Eiffel, c'est une pièce magnifique. C'est un petit peu le symbole de ce qu'on peut apprendre aux enfants ou retirer de cette conférence pour vous-même, c'est de retirer qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous. Quelle partie éternelle de nous on peut exprimer à travers la création d'une œuvre d'art comme un couteau, à travers aider des enfants, à travers faire de la musique, à travers chanter, à travers peu importe. Donc, il y a des gens, quand ils parlent d'esprit, ils partent dans des trucs ésotériques, compliqués, etc. Non. Il y a des gens, quand ils parlent d'esprit, ils parlent de choses uniquement mentales. Non, là, on touche le cœur des gens. Toucher vraiment son cœur. Et finalement, c'est ça, puisqu'il y a plein de gens qui disent qu'on ne peut pas toucher l'éternité. Je suis désolé, mais un Mozart, quand j'entends parler des bébés qui viennent au monde,
on leur passe dans certains pays des musiques, Mozart, il vit encore sous plein de formes. Et donc qui il est vraiment a peut-être disparu sous une forme d'expression physique, mais en tant qu'essence, en tant que personne, elle vit encore. En tant que Blanche-Neige, elle vit encore. Heureusement qu'elle n'a pas fait qu'exprimer grincheux ou timide, parce que souvent on est timide par rapport à l'expression de son esprit. Ou atchoum, je suis malade donc je ne peux pas venir. Donc est-ce qu'on peut penser à une petite, je ne sais pas quelle heure il est, si on a encore un petit peu de temps. C'est bon ? On peut penser à un phénomène. Est-ce qu'on a au moins un petit quart d'heure ou pas ? Bon, splendide. Je vous propose de voir deux dernières choses. Une pour une dame qui m'a demandé tout à l'heure. Et l'autre pour le collectif. La première chose, c'est un concept que j'ai inventé qui s'appelle l'université de la vie. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se bloquent dans leur vie en se disant « Waouh, j'ai pas fait d'études. Waouh, il m'est arrivé des drames. » Et si vous allez voir un psy, vous pouvez cultiver ces drames pendant des années. Alors qu'on pourrait voir une manière très simple qui pourrait faire évoluer et accélérer l'évolution de l'humanité tout simplement et quasi gratuitement, c'est de créer un nouveau paradigme dans lequel il existerait l'université de la vie. Il y a des gens qui pensent qu'il leur arrivait des grands drames dans leur vie, où ils ont vécu plus de négatifs que de positifs. Et du coup, ils cultivent que leur vie est un drame. Et du coup, est-ce qu'ils rayonnent et apprécient pleinement leur vie ? Peut-être pas. L'idée de l'université de la vie, elle est toute simple. C'est qu'en physique, on ne peut pas recevoir, quand vous avez un verre qui est posé sur une table, l'action du verre sur la table trouve une force de réaction de la table vers le verre égale en force. C'est-à-dire qu'on ne peut pas subir une force sans apprécier, j'allais dire, la force opposée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas subir quelque chose de négatif sans en tirer quelque chose. Et je pose la question, et si toutes les choses difficiles, négatives, dures que vous avez vécues dans votre vie étaient une espèce de forge pour vous rendre plus fort à un endroit et vous forger un talent ? Qu'est-ce qui se passe pour votre vie si vous imaginez et vous dessinez maintenant votre image de vie réussie ? Ça, je peux vous aider à le faire personnellement, mais globalement, comprenez l'idée. Et de voir en quoi ce qui vous est arrivé dans votre vie vous a forgé un talent pour réussir votre image de vie réussie. Comme si tout ce qui s'était passé, mais j'inclus tout, c'est-à-dire la manière dont s'est passée votre naissance, vos parents, si vous avez dû quitter un pays, si vous avez dû passer à travers une maladie, voir des gens autour de vous mourir, toutes les choses difficiles dans votre vie, elles ne peuvent pas être que difficiles sans vous forger des capacités cognitives, des capacités de sensation, des capacités d'attention et autres. Et si on se posait la question, en quoi tout ce qui m'est arrivé dans ma vie a été une école ? Comme si tout ce qui est dans l'univers, d'où le terme université, tout ce qui est dans l'univers est une école qui me forge un talent pour que je réussisse mon image de vie réussie. Je suis né amblyope, c'est-à-dire que j'ai un œil qui ne se met pas en route, qui ne voit pas. À une certaine époque, je buvais une gorgée de café, j'avais un strabisme tellement fort, je perdais l'équilibre, je transpirais, j'avais honte quand on me regardait dans les yeux. Je peux vous dire que depuis que je suis né, je peux voir ça comme un drame, puisque je n'ai pas regardé une fille avant un certain âge droit dans les yeux parce que j'en avais peur, pas d'elle, mais de sa réaction. Mais à cause de ça, j'ai souffert, on ne remet pas ça en cause. Mais grâce à ça, depuis le début de ma vie, je suis attentif à tout ce qui peut influencer mon système nerveux pour garder l'équilibre ou perdre l'équilibre. Quand j'avais 11 ans, j'ai eu un blocage suite à un petit accident, on va dire, et on m'a dit que je ne pourrais plus jamais courir et marcher normalement. Je vois tout un tas de spécialistes qui me confirment qu'ils ne savent pas pourquoi, que ça ne va pas changer, que je ne pourrai plus jamais courir et marcher normalement. Jusqu'à temps que je rencontre un chiropracteur qui me libère mon dos, et immédiatement j'ai senti le courant qui m'a permis de libérer, qui a permis de libérer mon genou et de pouvoir retrouver une fonction normale et d'après de pouvoir courir, de faire des options sport à l'école, de créer une école de capoeira, etc. Mais grâce à une expérience personnelle,
je sais exactement ce que c'est que d'avoir 11 ans, rentrer dans un cabinet chez un kiné ou un spécialiste orthopédique et d'attendre dans une salle d'attente, de ne pas savoir si on va pouvoir me guérir, d'être inquiet, de pleurer à l'intérieur, d'avoir mal en même temps, d'avoir tellement mal au genou que je ne pouvais pas écouter à l'école tellement ça me prenait la tête, la douleur. Je sais ce que c'est. Donc quand je vois un gamin qui passe à côté de moi, qui a le même âge et qui a les mêmes symptômes, je suis né pour ça. Le diplôme ne vient que de manière secondaire. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir eu cette expérience de vie qui me donne une sensibilité, une attention, un intérêt, une valeur de pouvoir créer ça. Et vous, dans votre vie, tout ce que vous avez vécu, si vous portez attention, c'est là que vous apercevez que vous devenez important. C'est-à-dire qu'il y a une différence majeure entre se dire « Pourquoi est-ce que je n'ai pas une vie normale ?» Une vie normale, pourquoi est-ce que je n'ai pas une vie normale? Et de se poser la question « En quoi ma vie est exceptionnelle et grâce à tout ce qui m'est arrivé, je peux devenir une étoile et me rendre heureux et rendre heureux d'autres personnes. » Quelle question vous préférez? D'où l'idée, quelle qualité de vie va découler de la question que vous vous posez? Si vous passez toute votre vie, que vous consultez des psys et autres qui vous disent « Waouh, pourquoi j'ai pas une vie normale? Pourquoi je suis pas comme les autres? Pourquoi j'ai eu mal? Pourquoi mon père a été violent? Pourquoi un tel était alcoolique? Pourquoi je me suis fait violer? Pourquoi ci? Pourquoi ça ?» Au lieu de dire, ça c'est une question, mais ça va vous donner une qualité de vie qui va être médiocre. Parce que vous allez devenir atchoum, malade, ou grincheux. Alors que si vous posez la question, en quoi, non, quel diplôme de l'université de la vie j'ai obtenu depuis que je suis né? Quel talent j'ai appris à travers mes expériences de vie? Qui je suis? Pour pouvoir devenir ce que je suis, il faut que je sache quel talent j'ai, qui je suis. En gros, je suis une étoile, mais dans quel domaine? Et tant que vous ne vivez pas dans cette dimension d'étoile, vous vivez subluxé, on l'a vu, moins que ce que vous pourriez vivre comme intensité ou comme vie lumineuse, radieuse, rayonnante. Et tant que vous vivez moins que ça, vous êtes malheureux. Donc autant se poser la vraie question, qu'est-ce qui me fait rayonner? Quelle est ma vie d'étoile? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? D'où le titre du livre, devenez ce que vous êtes, une étoile dans votre domaine. D'ailleurs, tant que vous n'êtes pas cette étoile dans un domaine, vous prenez le travail d'une autre personne. Donc c'est même pas bien de ne pas devenir ce que l'on est. Si ça vous intéresse, j'ai une vision bizarre, parce que comme je ne vois pas d'un œil, je vois les choses différemment. C'est un handicap. Et un avantage des fois. C'est que si on prend un bonhomme, voilà comment je pratique dans mon cabinet, entre guillemets. Je ne vois pas un bonhomme ou une bonne femme. Je vois, vous vous reconnaîtrez évidemment, je vois quelque chose comme ça. Et je me dis qu'il n'y a que 5 branches toutes simples à guérir. Les 2 premières sont celles du bas. Et donc je travaille avec des psys, etc. Et vous allez entendre en quoi tout ça c'est cohérent. Si j'imagine que symboliquement, ma jambe gauche, c'est une partie de ma vie, tout mon côté maternel. Et ma jambe droite, tout mon côté paternel. Et que je prends la forme du sacrum, sur lequel repose la base de la colonne vertébrale, je vois que l'interrelation ici, entre qui je suis, mon âme qui s'incarne, et vous voyez, ça fait une forme de flèche, et l'interrelation avec tout le côté droit, c'est toute l'interrelation que j'ai avec mon père, par exemple, toute la lignée paternelle. Et c'est le travail d'un psy ou de ce que je fais ou autre, d'aider la personne à voir en quoi tout ce qu'il a hérité du côté droit est transcendé, dans le sens où voit en quoi tout ce que j'ai vécu avec mon père m'a forgé un talent. Plutôt que de se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai pas eu un père normal? En quoi le père unique et magnifique que j'ai m'a forgé des qualités extraordinaires pour avoir une vie qui déchire et être une étoile dans un domaine et rayonner. Et m'assurer une victoire à la fin de ma vie. Pareil du côté gauche. Et tous les problèmes de bassin qu'on retrouve souvent, c'est bien ça, c'est un problème de positionnement parce que le système, il n'est pas d'aplomb. Et la personne, elle n'a pas compris en quoi tout ça, c'est un héritage magnifique.
Et une fois que la personne elle a compris d'où elle venait dans sa vie, donc en fait, l'université de sa vie est tout ce qu'elle a hérité du côté paternel et maternel pour devenir ce qu'elle est, c'est son fondement. C'est là où elle a appris, c'est là où elle a une valeur, un talent. Et tant que vous n'avez pas décodé ça, vous avez un trésor à l'intérieur de vous, pour vous, auquel vous passez à côté. Et surtout, vous avez un trésor pour le monde. Vous avez une importance en tant qu'étoile pour le monde. En tant que grincheux, vous avez une importance que je qualifierais de, pas néfaste, mais vous avez une importance, une certaine importance. Mais la plus belle importance, c'est quand vous devenez une étoile pour vous-même et pour les autres. Si je suis un chirurgien inspiré et que j'adore ce que je fais et que je passe des heures à me cultiver sur le domaine, le jour où vous avez un problème, c'est par moi que vous voulez passer. Oui ou non? Une confiance, une certitude, de l'amour, de la présence, de l'attention va venir d'une personne comme ça. En revanche, quelqu'un qui est là par hasard pour faire comme son père, parce que ça fait partie de cultiver le lobbying médical dans la famille, c'est pas le même médecin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le même homme qui va s'occuper de votre bébé. Donc qui vous êtes dans tout ça? Ensuite, pour aller vite, donc ne passez pas à côté de ce que l'univers a créé pour vous, de votre école de vie. Donc on crée un nouveau mot, enfin je crée un nouveau mot qui est l'adjectif qualificatif qui n'existe pas évidemment d'université de la vie, ou le nom commun, le nouveau nom commun dans ces cas-là, l'université de la vie. Et voyez en quoi vous avez un diplôme qui est prêt à partir pour une nouvelle vie, une vie qui vous satisfera pleinement, et aussi un service pour les autres. Et je viens à l'idée de service, c'est qu'une fois que vous avez compris que ces deux branches de l'étoile sont stables, alors, il y a des stratégies, je fais un séminaire qui s'appelle Transformation, où justement on apprend comment faire ça individuellement, parce que là c'est juste l'idée. La deuxième, elle me vient, pour ces deux branches-là, elle me vient, mais là j'aurai besoin de mes deux mains, mais avec le micro ça va pas être facile. Quand on se salue au kung-fu, on faisait ça. C'est-à-dire je vais utiliser la force féminine, vous savez, j'ai fait, mais ça me fait plaisir de vous avoir vu. Je vais utiliser la force féminine pour esquiver les coups et je vais utiliser la force masculine pour frapper. L'équilibre entre les deux forces, le yin et le yang du Tao, vont faire que je vais vivre, ou je vais vivre le combat de la vie symboliquement. Et en fait, on regarde, pour moi c'est la même chose. Quand je regarde un individu, quand il est désespéré, qu'il n'a plus l'esprit à l'intérieur, un des-esprit, sans esprit, sans air à l'intérieur, son système, il expire. Donc sa posture fait qu'il ne peut pas échanger avec le monde. Et j'ai remarqué que tout simplement, quand quelqu'un avait trouvé sa voie, était devenu ce qu'il était, son système se redresse et il est inspiré. Et mécaniquement, ses épaules s'ouvrent. Et ça me rappelait ce geste du combat qui est, en fait, d'un côté, je reçois quelque chose et de l'autre côté, je donne. Et donc, ces deux branches de l'étoile sont qu'est-ce que vous donnez pour le monde et qu'est-ce que vous recevez. Si vous donnez rien pour de l'argent, vous n'aurez pas la même vie que si vous donnez de l'amour dans ce que vous faites, dans le service d'amour que vous faites aux autres, et que vous recevez leur amour, leur gratitude, et aussi les moyens matériels de subvenir à vos besoins, ou plus. Qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois? Pour les obsédés des problèmes de relations de couple, je dirais une chose simple, c'est que dans la vie, on ne peut pas recevoir, on ne peut pas contrôler ce qu'on reçoit du bras gauche. C'est dans le livre aussi, mais je vais vite, mais c'est pour balayer les idées. Si mon cœur est le réceptacle de mon âme, et que je suis là pour rayonner sur la terre quelque chose aussi fort que les étoiles au ciel, si mon cœur est le réceptacle de mon âme, et que je suis là sur la terre pour rayonner aussi fort que les étoiles au ciel, ici il y a un échange qui se produit entre ce que je donne avec mon cœur, qui va au cœur des gens, et ce que les gens me donnent pour nourrir mon cœur. Dans certaines religions, on pense qu'il faut que donner, pas recevoir. C'est pas sage, ça coupe l'équilibre. Donc pour laisser circuler l'amour, l'énergie, c'est qu'est-ce que je donne au monde, aux gens, et qu'est-ce qu'ils me donnent en retour pour que ça circule. Et plus vous faites ça, plus vous, en tant qu'étoile, vous rallumez, comme disait Guillaume Apollinaire, il est grand temps de rallumer les étoiles. Vous inspirez parce que les gens sentent ce que vous donnez, la qualité de ce que vous donnez. Il y a une différence si vous nourrissez des paroles de quelqu'un qui parle avec son cœur que si vous écoutez les informations. Il y a une différence entre si vous mangez un repas fait avec amour dans un endroit où on fait pousser les choses avec amour et si vous mangez des choses qui sont faites sans cette dimension-là.
Je pense. Donc, moi ce que je vous propose, parce qu'on me fait signe que l'heure est venue, symboliquement, un principe de vie, et je répondrai peut-être après à vos questions, s'il reste quelques minutes, mais l'idée c'est que le dernier principe que je voudrais voir avec vous après l'université de la vie, c'est qu'est-ce que vous cultivez? Parce que mon grand-père m'a expliqué un truc et je ne voyais pas l'intérêt, mais ça m'avait choqué à l'époque. Ce que vous mettez en terre pousse. Donc vous en tant que personne dans votre vie, individuellement ou collectivement en tant que nation ou l'humanité en général, ce qu'on voit pousser devant nous dans notre jardin, c'est exactement ce qu'on a mis en terre. Et aujourd'hui, ce qui va pousser à partir d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va cultiver. Et on peut se dire, voilà, c'est de la faute des autres, ou c'est de la faute des générations avant, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui on a une chance, on peut mettre en terre symboliquement certaines choses et les voir pousser. La faculté de l'esprit humain, c'est justement d'avoir des idées intangibles et de les matérialiser, d'être créateur de quelque chose, c'est ce qu'on a dit au début. Et nous, ce que l'on a à mettre au monde, moi ce que je vous propose, et en tout cas là où je dédie une partie de ma vie, c'est de sélectionner des graines qui ont la potentialité, des petites graines qui ont la potentialité d'éveiller tout ce dont on vient de parler. Pour que les gens prennent conscience, que vous preniez conscience de l'importance que vous avez dans le monde, à suivre votre voie, à devenir une petite étoile, à rappeler aux autres de faire de même, et surtout d'amener un nouveau service, une nouvelle qualité de service, en tant que prof, en tant que thérapeute, en tant que peu importe, en tant que parent, en tant que maman, tout simplement. C'est votre intérêt personnel, parce que tant que vous vivez en dessous de ça, c'est naze. Enfin, ça n'a pas la même saveur, vous le savez. Et je crois que le monde en a bien besoin. Donc dans un prochain livre qui va être une réponse à Stéphane Hessel, dans un sens, je pense, dans l'idée, c'est qu'on dit « indignez-vous ». Oui, mais ça ne sert à rien de s'indigner. Enfin, si, c'est un processus naturel qui est important parce qu'on se réveille. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de solutionner la chose. Donc l'idée, c'est plutôt de créer une nouvelle culture, de sélectionner des petites graines ou des idées qui vont faire qu'on va voir pousser, une fois les avoir mis en terre et les cultiver, c'est-à-dire en prendre soin et les développer, de voir une nouvelle culture se développer. Et ça, c'est vous. Je crois que la démonstration est faite depuis une centaine d'années. Les systèmes ont montré leurs limites. L'idée, c'est plutôt de cultiver quelque chose en parallèle. Déjà, commençons par nous. Si on n'a pas d'emprise sur les grands systèmes, les grands lobbies, leur influence sur plein de sujets, aujourd'hui, nous, tout ce qu'on peut faire, ou c'est peut-être une excuse par définition, mais ce qu'on peut faire, nous, c'est déjà commencer à balayer devant sa porte et devenir, comme disait Gandhi, le changement que l'on veut pour le monde. Donc là, je vous ai parlé de 2 petites graines, mais si vous plantez juste cette petite graine pour vous, ça fait un changement. Pour les autres aussi, l'université de la vie. Plus passer du temps à vous plaindre de ne pas avoir une vie normale, mais de voir en quoi vous êtes une étoile dans un domaine et une solution pour le monde, sans vous mettre la pression. Non, mais sans rigoler, chaque personne du tout est un élément essentiel. C'est une pièce du puzzle, un rouage. Donc réveillez-vous, parce que l'heure tourne. Et le corps, il a ses limites dans le temps. Il y en a qui auront plus de temps que d'autres parce qu'ils sont plus jeunes que les autres. Mais identifiez ce pourquoi vous êtes fait et passez pas à côté de votre vie. Trouvez cette image de vie réussie et réalisez-la. Moi, je suis là pour vous aider. On a une émission de radio qu'on aimerait voir grandir avec Nathalie qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui s'appelle Des hommes et des ailes. Des ailes parce que c'est LFM, la station de radio. Et on attend vos commentaires, vos envies, vos participations, parce que c'est à propos de faire connaître tous vos talents et vos idées. Et puis aussi, j'adore faire des formations dans lesquelles je prends les gens individuellement ou en tout petit groupe pour les aider à trouver ce pourquoi ils sont venus au monde. Avant de répondre aux questions, je vous donnerai 2 citations. Une qui est personnelle, mais les Grecs disaient toute structure qui ne suit pas sa raison d'être, qui est de briller dans un domaine et d'être une étoile dans un domaine, ça c'est ma vision personnelle des choses, toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit.
Regardez si vous êtes en train de rayonner ou de vous autodétruire. Trouvez votre voie, ça sera la réponse essentielle pour régler plein de problèmes physiques, moraux, sociaux, psychologiques, etc. Une petite phrase de Bernard Thomasson, qui est le rédacteur chef de France Info, que j'adore, qui m'avait dit quand j'ai été le voir. Tous les hommes meurent, mais très peu vivent vraiment. Alors, j'ai ma secrétaire qui devait venir avec plein de livres si vous en aviez besoin pour que vous puissiez avoir la méthode avec vous, mais comme elle n'a pas pu venir, j'en ai qu'un, si vous le voulez, si quelqu'un le veut, il est là. Mais sinon, si parce que vous habitez loin ou parce que vous ne vous donnez pas les moyens de venir sur Paris, vous habitez en province ou n'importe quoi, il y a le site trouversavoie.com où il y a plein d'informations. Il y a une association qui va voir le jour le 21 janvier pour cultiver... Février, pardon. Merci. Pour promouvoir cette nouvelle culture qui pourrait toucher l'éducation et la santé, vous avez compris. Et toute personne qui veut y participer de près ou de loin est la bienvenue. Thérapeute, médecin, prof, parents, maman, papa, n'importe qui. Mais en tout cas, c'est avec plaisir. Et puis, commencez par vous-même à réussir pleinement votre victoire de vie pour ne pas avoir de regrets à la fin, comme ce monsieur qui m'a transmis cette information. Je suis là pour répondre à vos questions avec grand plaisir. Je crois qu'il y a un micro qui peut se balader. Non. Est-ce que vous avez des questions ou quelque chose ? On n'a plus le temps, d'accord. Si vous avez en tout cas, je vous remercie beaucoup et je répondrai aux questions sur le côté parce qu'on n'a plus le temps. Et merci de votre attention. Et à une prochaine fois, j'espère.